Docteur Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour tenter de dresser un bilan, de commenter cette semaine particulièrement mouvementée. Et nous commencerons, on va dire, par la fin avec les derniers développements, on va dire, sur l'axe Téhéran-Moscou. Un axe qui s'est soudain embrasé, on va dire, peut-être pas soudainement, aussi soudainement qu'on pourrait le penser, mais concrètement, eh bien, on remarque que la Russie, eh bien, exerce des pressions pour faire sortir les forces iraniennes de Syrie à la grande et à l'immense satisfaction, on peut dire, de l'État d'Israël et de Binyamin Netanyahou. Comment expliquez-vous un tel rebondissement? Est-ce que c'est Binyamin Netanyahou qui a véritablement réussi à persuader Vladimir Poutine lors de leur dernière rencontre de la nécessité de faire sortir les forces iraniennes de Syrie? Je pense que Netanyahou a réussi à convaincre Poutine, mais c'est pas uniquement qu'il a réussi à le convaincre, c'est qu'il y avait une véritable menace israélienne contre le régime de Assad. Autrement dit, Israël a très clairement dit à la Russie que si vous ne retenez pas les Iraniens et si vous n'utilisez pas de votre influence sur les Iraniens pour limiter, voire éliminer leur présence en Syrie, non seulement nous continuerons nos frappes aériennes contre les bases iraniennes en Syrie, mais nous n'hésiterons pas également à viser Bachar Assad qui laisse les Iraniens entrer dans son pays. Autrement dit, Israël a menacé de viser Assad directement et de menacer son régime. Et là, les Russes ont compris qu'il fallait qu'ils interviennent parce qu'ils sont intervenus en Syrie pour préserver le régime d'Assad. Or, dès l'instant où le régime d'Assad est menacé par Israël, là, il y a un point de pression très fort d'Israël sur les Russes pour limiter la présence iranienne en Syrie. Mais tout de même, on peut s'étonner, c'est-à-dire effectivement l'État d'Israël a prouvé qu'il avait la capacité de frapper les positions iraniennes et également les positions syriennes, mais tout de même la Russie, c'est tout de même la Russie, c'est la superpuissance régionale qui s'est imposée dans la région. C'est-à-dire Binyamin Netanyahou a la capacité aujourd'hui, le petit État d'Israël a la capacité aujourd'hui de faire pression sur la Russie. C'est pas ça, on se serait attendu à ce que ça soit plutôt le contraire. D'abord, il faut mettre les choses en perspective. La Russie n'est pas une superpuissance. Oui. La Russie est une puissance en trompe-l'œil qui souffre de grosses faiblesses économiques et démographiques. Elle a toujours sa puissance militaire, mais elle n'a pas la capacité militaire des États-Unis. Elle n'a pas l'économie elle n'a pas une grande économie. Israël n'est pas un petit pays. Israël est une puissance, une grande puissance. Militaire, économique, un pays de plus de 8 millions d'habitants, un pays qui est le plus important du Proche-Orient aujourd'hui en termes de capacité militaire et économique. Mais au bout du compte, la Russie n'est pas intervenue en Syrie pour livrer le pays aux Iraniens. Elle est intervenue en Syrie pour préserver Assad. Or, aujourd'hui, ce qu'il s'avère, c'est que finalement, ce sont les Iraniens qui s'accaparent le pays, et que Israël a la capacité de mettre en danger le régime d'Assad. Et il semble que la menace israélienne ait été suffisamment crédible pour que Poutine intervienne et finalement demande aux Iraniens de limiter, voire d'éliminer leur présence. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui dans l'intérêt d'Israël que des forces syriennes, et non plus iraniennes ou pro-iraniennes ou pro-Hezbollah, se déploient le long de la frontière avec Israël sur le plateau du Golan? Alors, il est préférable que ce soit des forces syriennes que des forces iraniennes. C'est un moindre mal. C'est un moindre mal, évidemment. L'Iran est un pays ennemi. La Syrie n'a pas de véritables capacités militaires. Enfin, quand on dit la Syrie, je vous rappelle quand même que la Syrie est devenue un pays virtuel. On parle des forces d'Assad. Oui, mais il est toujours là, Assad, et on voit que finalement, il arrive à tirer son épingle de ce jeu assez complexe dans son pays. Oui, mais c'est pas lui qui contrôle la situation. Il dépend complètement de la Russie. Son régime a été préservé par la Russie et il dépend aujourd'hui de la Russie. Et par conséquent, le véritable problème pour Israël, ce sont les forces iraniennes qui, elles, nous menacent directement. Donc il n'est pas question pour Israël de tolérer les forces iraniennes proches de la frontière avec Israël.
Alors, tout de même, Emmanuel Navon, on vous sait assez régulièrement critique envers Binyamin Netanyahou, mais dans le cas précis, au niveau diplomatique, on reste tout de même assez impressionné par le Premier ministre israélien qui semble avoir, au cours de ce mois de mai réussi à la fois murmurer à l'oreille de Donald Trump le retrait américain de l'accord de Vienne, murmurer à l'oreille de Pompeo les exigences américaines envers l'Iran, et puis murmurer à l'oreille de Poutine les menaces que pourrait faire peser un maintien iranien en Syrie. C'est tout à fait impressionnant quand même, non? Tout à fait, c'est tout à fait impressionnant. Et si vous suivez mes interventions attentivement, vous verrez que je félicite le Premier ministre quand je considère qu'il doit être félicité, et je le critique quand je considère qu'il doit être critiqué. Je dois dire que sur le plan diplomatique, il fait un excellent travail. Je le dis moi-même régulièrement. Lorsque je le critique, c'est sur son surtout la politique comportement en tant intérieure qu'individu et en tant qu'homme politique. Mais je m'efforce d'avoir des propos qui sont liés au fait, à la politique. Ça n'a rien du tout de personnel. Je suis le premier à dire qu'il fait un excellent travail sur le plan diplomatique. Et mes critiques, lorsque j'ai des critiques, c'est sur des questions de comportement politique interne, pas sur des questions de politique internationale. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Binyamin Netanyahou, l'État d'Israël, est une sorte de trait d'union entre les États-Unis et la Russie sur ce qui se passe au Proche-Orient et en particulier peut-être en Syrie? Je pense qu'aujourd'hui, Netanyahou a acquis une position stratégique que n'a sans doute aucun homme d'État aujourd'hui dans le monde, d'un lien direct et très, très fort, aussi bien avec le président américain qu'avec le président russe. C'est sans doute un des seuls dirigeants dans le monde aujourd'hui qui a un accès direct et personnel aux deux dirigeants des deux grandes puissances, même si évidemment la puissance américaine est beaucoup plus importante que celle de la Russie. Il y a également la Chine évidemment, mais c'est sûr qu'aujourd'hui Israël a développé une position stratégique à la fois régionale et internationale sans précédent. Alors revenons à ce qui a quand même été l'événement marquant de cette semaine, c'est-à-dire cette journée de combat dans le pourtour de la bande de Gaza avec des tirs de dizaines de roquettes du Hamas et du djihad islamique en direction du territoire israélien. Puis on va dire ce cessez-le-feu, cette accalmie rapide qui est intervenue. Première question. Comment peut-on expliquer ce retour rapide au calme après 24 heures d'hostilité? Alors, il y a deux explications. D'abord, le fait que la réplique israélienne a véritablement porté un très gros coup à l'arsenal militaire du Hamas. Je vous rappelle qu'il y a eu avant-hier 65 sorties des frappes aériennes israéliennes extrêmement précises qui, entre parenthèses, n'ont fait aucune victime civile et qui ont quasiment complètement détruit l'arsenal militaire du Hamas. Le Hamas a pris un très grand coup et puis le Hamas n'a pas réussi à faire un coup médiatique puisqu'en général, le Hamas veut des victimes civiles pour faire ensuite des relations publiques internationales. Donc non seulement son arsenal a été détruit, mais il n'a pas eu les images de victimes civiles qu'il souhaite pour attirer l'attention de la communauté internationale. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, l'annonce sur le retrait des forces iraniennes en Syrie, je pense, a beaucoup atteint le moral du Hamas, qui, lui, aujourd'hui, est soutenu par l'Iran, finalement. Et on voit qu'aujourd'hui, un Iran en retrait, justement parce que la politique de dissuasion israélienne a été très, très efficace, et au point que, comme on vient de le discuter, la Russie elle-même a obtenu de l'Iran un engagement d'un retrait. Donc, vous pensez qu'il est possible que ce soit l'Iran qui, après avoir entendu une première fois Sergei Lavrov exiger son retrait de la Syrie, ait voulu actionner, on va dire, ces bras avancés que sont le djihad islamique en particulier, mais aussi peut-être indirectement le Hamas dans le sud? Je pense que oui. Je pense que très clairement, il y a eu également une pression de l'Iran sur le Hamas et que le Hamas comprend aujourd'hui que sa stratégie n'a pas été efficace. Alors évidemment, pour l'Iran, c'est beaucoup plus commode d'avoir le Hamas prendre les coups d'Israël dans la bande de Gaza plutôt que les frappes israéliennes contre les bases iraniennes et en Syrie. Donc c'était très commode évidemment pour l'Iran d'envoyer le Hamas envoyer des missiles vers Israël parce que les répliques, les frappes israéliennes étaient contre le Hamas et pas contre les bases
iranienne en Syrie. Mais même là, on s'aperçoit que les Iraniens ont compris qu'ils ont mal calculé leur coût. Et donc, cela explique également que le Hamas ait finalement décidé, pour l'instant, une pause ou un cessez-le-feu de facto. Alors justement, est-ce que c'est une pause à long terme? Est-ce que l'on peut s'attendre à une sorte d'arrangement? Je lisais certains commentaires qui disaient que c'était peut-être l'occasion, après que Israël ait réussi à faire plier, on va dire, le Hamas et à affecter donc son système de défense, en tout cas ses positions militaires. C'était peut-être l'occasion pour essayer d'initier un projet de reconstruction de la bande de Gaza qui pourrait pousser peut-être les Palestiniens à mettre dehors les dirigeants du Hamas de la bande de Gaza. Ça vous semble quelque chose de réaliste? Je ne pense pas qu'on puisse véritablement forcer l'exclusion du Hamas, mais en revanche, je pense qu'il faut, outre les réponses militaires qui sont très importantes, évidemment, penser de façon plus large et penser au lendemain du futur de la bande de Gaza. Le cas de la bande de Gaza est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de solution magique, mais on ne peut pas à long terme maintenir cette situation complètement anormale où il est impossible. Vous avez 2 millions de personnes qui vivent dans un précaré quasiment sans eau courante et où finalement même l'eau sale qui est versée par les Gazaouites dans la mer Méditerranée, cela crée une catastrophe environnementale également pour Israël. Il faut trouver des solutions à long terme, même partielles, à la bande de Gaza. Personnellement, je pense que l'ouverture de la bande de Gaza doit se faire via l'Égypte. Il faut absolument, à mon avis, arriver à un accord avec l'Égypte et avec d'autres partenaires internationaux pour que Al-Sisi accepte d'ouvrir la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza pour dégorger la bande de Gaza vers du côté de l'Égypte. Il ne peut pas, évidemment, il n'est pas question d'avoir une frontière ouverte entre Gaza et Israël, et par conséquent, il faut que l'ouverture de Gaza au monde se fasse en direction de l'Égypte avec un contrôle très précis sur ce qui rentre à Gaza. Certains ont proposé que cela se fasse par un port à Chypre par lequel serait contrôlé ce qui rentre dans la bande de Gaza. Mais il faut effectivement commencer à réfléchir à long terme sur l'avenir de la bande de Gaza et je dirais même plus que cela, faire une espèce de division de facto au lieu de créer un lien entre la bande de Gaza et la Judée-Samarie. Au contraire, que la bande de Gaza se relie avec l'Égypte et avec la péninsule du Sinaï et créer une dichotomie très claire entre les deux entités palestiniennes. Ce qui rappelle d'ailleurs ce qui s'était passé. Je vous rappelle que la partition entre l'Inde et le Pakistan était dans le passé un seul pays qui s'est divisé en deux entre le Pakistan et le Bangladesh. Je pense qu'il faut créer la même division entre la Judée-Samarie et la bande de Gaza et que la bande de Gaza, à terme, se soit réintégrée dans la péninsule du Sinaï et dans l'Égypte. Mais effectivement, c'est un projet qui prendra de nombreuses années. Eh bien, merci beaucoup, docteur Emmanuel Navon, de nous avoir éclairé donc sur ces événements à la fois sécuritaires et diplomatiques de cette semaine assez chargée donc en Israël. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en relations internationales à l'Université Tel Aviv et également chercheur au Centre Jérusalem pour les études stratégiques. J'espère que c'est bien le terme précis, c'est cela? Exactement. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.